Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Nous commençons par le sommaire. Vacances prématurées et prolongées en Algérie face aux manifestations de plus en plus imposantes contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Le gouvernement a décidé d'avancer les congés scolaires. Il y a aujourd'hui 8 ans, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait prononcé son célèbre discours où il a posé les jalons de la nouvelle constitution, un texte qui a permis de mettre en place un modèle de décentralisation qui s'appuie sur les spécificités de chaque région. Nous irons ensuite à Ben Guerir où l'OCP dispose d'une station d'épuration des eaux usées, une installation qui permettra à l'entreprise de recycler 80% des eaux utilisées dans les procédés d'enrichissement du phosphate. Et nous terminerons ce journal avec une exposition de photographie, celle de l'artiste ivoirienne Lila Gazelle. Nous découvrirons cette photographie qui montre en détail tout le processus de la confection d'un tapis traditionnel marocain. La mobilisation a été impressionnante hier en Algérie. L'acte 3 des manifestations hebdomadaires contre la candidature de Abdelaziz Bouteflika à la magistrature suprême a largement dépassé les 2 précédents épisodes. Les Algériens de Oran à Constantine, en passant bien sûr par la capitale Alger, ont bravé les mises en garde des autorités qui avaient encore une fois brandi l'épouvantail de la déstabilisation du pays. Et afin de mettre fin à ces rassemblements des étudiants, le gouvernement a décidé ce samedi d'avancer les vacances et de les allonger. Amina Belkhalak. Du jamais vu, place de la Grande Poste, comme dans la capitale, les rues dans plusieurs villes algériennes étaient noires de monde. Ils étaient des centaines de milliers de manifestants à battre le pavé dans tout le pays. Après des heures entre jeunes et policiers, 195 personnes ont été arrêtées. Ces jeunes, et plus précisément les étudiants, se sont donné rendez-vous demain dans de nouveaux rassemblements. Parce que je me considère concernée et je suis contre le 5e mandat. Ils essayent en fait de nous rabaisser à chaque fois, de ne pas prendre en considération ce qu'on dit, mais en fait plus ils essayent de nous rabaisser, plus on se révolte et on trouve notre mot à dire. En dehors des frontières, la mobilisation est aussi tenace. Devant le théâtre municipal de Tunis, des slogans hostiles au maintien du système algérien sont scandés. Ici, des centaines de manifestants crient leur ras-le-bol. Cette fois, on ne reviendra jamais en arrière, parce que c'est tout le peuple. Il y a une unité extraordinaire, il y a une prise de conscience comme jamais auparavant. On va en arriver à un point positif, Inch'Allah, et on doit exterminer ce petit problème qui a duré déjà 20 ans de cela. À Genève également, ces Algériens se sont donné rendez-vous devant l'hôpital où serait encore admis le président sortant. Et comme l'a relayé la presse algérienne, une requête a été déposée par une avocate devant un tribunal suisse pour placer Abdelaziz Bouteflika sous curatelle, car elle estime qu'il n'est pas capable de discernement. Tsahal cible de nouveau des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Des avions de combat israéliens ont pilonné une base du mouvement islamiste dans le sud de l'enclave palestinienne et des structures souterraines dans le nord. L'attaque a été conduite en réponse au tir d'un projectile depuis la bande de Gaza hier soir contre le territoire de l'État hébreu. La journée d'hier a aussi été marquée par la mort d'un Palestinien tué par des tirs israéliens lors de manifestations et de heurts le long de la frontière entre le territoire palestinien et Israël. Et au Venezuela, la lumière revient progressivement. Le pays est resté près de 48 heures plongé dans le noir absolu en raison d'une coupure générale de l'électricité. Les camps des 2 dirigeants rivaux, Nicolas Maduro et Juan Guaido, se rendent mutuellement responsables de cette gigantesque panne. Les partisans des 2 antagonistes ont encore défilé ce samedi dans les rues de Caracas, sous l'œil vigilant des éléments de force de l'ordre déployés en masse dans la capitale. Il y a aujourd'hui 8 ans, jour pour jour, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait prononcé son célèbre discours où il avait posé les jalons de la nouvelle constitution. Un des points cardinaux de la nouvelle loi fondamentale du pays est la régionalisation qui tourne définitivement la page d'un État jacobin et centralisé. La nouvelle constitution a permis de mettre en place un modèle de décentralisation qui s'appuie sur les spécificités de chaque région. L'Ahsan Houben et Hind Ben Abdi.
Cher peuple, je m'adresse à toi aujourd'hui pour t'entretenir de l'amorce de la phase suivante du processus de régionalisation avancée avec tout le potentiel dont il est porteur pour la consolidation de notre modèle de démocratie et de développement et ce qu'il induit comme révision constitutionnelle profonde. Nous tenons celle-ci pour être la clé de voûte des nouvelles réformes globales que nous entendons lancer, toujours en parfaite symbiose avec la nation dans toutes ses composantes. C'était le 9 mars 2011, Sa Majesté le roi Mohammed VI posait dans son discours les jalons d'une réforme constitutionnelle qui allait contribuer à définir les principes de base de la nouvelle région marocaine. Parmi les étapes à suivre, l'élection des conseils régionaux au suffrage universel direct pour permettre la gestion démocratique des affaires de la région. La régionalisation est un système que l'on retrouve dans de nombreux pays avancés. Au Maroc, les deux enjeux de taille sont la mise en œuvre de la démocratie locale et la promotion du développement régional. Le texte constitutionnel de 2011 a permis de mettre en place un modèle de régionalisation qui s'appuie sur les spécificités institutionnelles et culturelles du royaume. Un découpage qui se construit dans le cadre de l'unité de l'État et du territoire et conformément aux exigences d'équilibre et de solidarité nationale entre et avec les régions, un véritable modèle sur le continent. Je pense que c'est pour nous une très bonne chose. En tout cas, nous souhaitons plein succès à cette politique de régionalisation qui permet justement au pouvoir local de mieux s'organiser, de se densifier et d'être plus dynamique, porteuse d'espoir et d'espérance pour les populations. Avec ces 12 régions, le royaume a franchi d'importants pas dans la concrétisation de la gouvernance territoriale et du développement local intégré et durable. Des défis restent à relever, notamment en ce qui concerne le renforcement des infrastructures, la promotion de l'investissement ou la dynamisation des politiques publiques. Autre chantier majeur lancé au Maroc ces dernières années, celui de l'amélioration de l'offre éducative. L'adaptation de la formation aux besoins du marché en est un chapitre fondamental. La faculté des sciences de Tétouan a déjà initié ce programme. Elle a signé une convention avec une entreprise internationale spécialisée dans les services de conseil d'intégration de systèmes et d'outsourcing dans les télécommunications. Et il s'engage à former 300 étudiants dans ce domaine. La société, pour sa part, s'engage à les recruter. Sderk Benzina, Sarah Jabri. C'est vers la plateforme industrielle intégrée Tétouan-Chor que se sont rendus ces deux lauréats de la faculté des sciences de Tétouan. Ils font partie d'un groupe de jeunes sélectionnés pour bénéficier d'une formation en développement numérique, une formation au terme de laquelle ils pourraient être recrutés par une multinationale. C'est une belle opportunité pour les étudiants de la faculté. À travers ces formations, nous aurons l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances et d'intégrer plus aisément le marché du travail. لقينا صراحة تجاوب كبير من عند الطلبة، درنا دي تيست دو سيليكسيون هذا والطلبة كانوا واخا ماشي سون دي انفورماتيسيان جاوبوا معنا عطاو واحد لا ساتيسفاكسيون. Ce programme de formation est le fruit d'une convention conclue entre l'Université des sciences de Tétouan et un holding hispano-japonais spécialisé dans l'offshoring et qui était l'un des premiers à s'être installé dans la zone de Tétouan-Chor. Notre établissement s'est inscrit dans une stratégie participative avec plusieurs entreprises. La convention signée aujourd'hui en est le parfait exemple. Cette stratégie se concrétise aujourd'hui par l'embauche par une entreprise partenaire d'une première promotion de 25 de nos lauréats. Nous, en échange, nous pouvons apporter aussi notre vision du monde de l'entreprise, faire des présentations, adapter, aider l'université à mieux préparer les talents pour que les talents soient prêts et puissent intégrer le marché de l'emploi de façon plus efficace. Dans un premier temps, 25 étudiants de la faculté des sciences de Tétouan seront recrutés par le groupe hispano-japonais. À terme, ce programme de formation sera couronné par l'embauche de 300 lauréats. C'est l'euphorie dans l'ancienne Médina de Casablanca après le retour de la petite Zineb. La petite fille portée disparue mercredi est soudainement rentrée chez elle cet après-midi sans prononcer un mot. La mère avait affirmé que Zineb, qui jouait devant chez elle, avait été abordée par une femme avant de disparaître toutes les deux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cette disparition.
Nous ouvrons la page environnement de la région de Ben Gurir où l'OCP dispose d'une station d'épuration des eaux usées, une installation qui permettra à l'entreprise de recycler 80% des eaux utilisées dans les procédés d'enrichissement du phosphate. C'est ce qui constituera un grand pas pour la concrétisation du projet tracé par l'OCP qui est d'abandonner à l'horizon 2020 l'usage des nappes phréatiques. Isa Sharqi, Mohamed Jaim. L'eau, un enjeu majeur de développement durable, un constat dont prend la mesure cette station d'épuration des eaux usées de la ville de Ben Gurir. Créée en 2015, la station a depuis traité plus de 5,5 millions de mètres cubes d'eau. Près de 40% de ces eaux épurées servent à l'arrosage des espaces verts de la région. Avec une capacité nominale de 2,6 millions de mètres cubes. Cette eau sera traitée, désinfectée et destinée à une réutilisation, premièrement industrielle au niveau des usines de lavage de phosphate et une deuxième réutilisation au niveau de l'arrosage des espaces verts, notamment les espaces verts du projet écologique de la ville verte de Mohamed VI à Ben Gurir. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un programme eau qui vise à garantir une gestion intégrée et durable des ressources hydriques de la région. Le programme eau, qui est un programme accompagnant le programme de développement industriel d'OCP, un programme qui vise essentiellement l'optimisation de l'utilisation de l'eau sur l'ensemble de la chaîne de valeur et la mobilisation des ressources non conventionnelles. En 2018, 30% des eaux ayant satisfait les besoins en eau d'OCP proviennent des eaux non conventionnelles. La station d'épuration des eaux usées de la ville vise une capacité de traitement de 112 000 équivalents habitants en 2020 et 165 000 à l'horizon 2030. La rubrique métiers de 2M que nous diffusons à l'occasion du 30e anniversaire de la chaîne est consacrée ce soir au chef d'édition. Il est la clé de voûte du journal télévisé, chargé de coordonner le travail des équipes techniques et rédactionnelles. Le chef d'édition participe à toutes les étapes de la construction d'un journal télévisé ou d'une émission, de sa préparation à sa diffusion. Mohamed Isra, Amina. C'est le premier d'une longue série d'appels pour Abdelmajid Zam. À l'autre bout du fil, le journaliste du bureau régional d'El Hoceima qui donne des précisions sur le sujet, mais également l'heure d'envoi de son reportage. Des éléments que le chef d'édition partage en conférence de rédaction. Le chef d'édition doit coordonner le travail de toutes les équipes impliquées dans la réalisation d'un JT, qu'il s'agisse des journalistes ou des techniciens présents ici ou dans les différents bureaux. Après la conférence de rédaction, il faudra réceptionner les premières images envoyées par les correspondants de la chaîne à travers le Maroc. Et c'est à la salle technique centrale que se rend le chef d'édition. Après avoir établi le conducteur du journal télévisé et contacté les bureaux régionaux, nous venons ensuite récupérer tous les sujets envoyés par les journalistes avec l'aide des ingénieurs et techniciens de cette salle centrale. À 12h45, place à la pression du direct. La concentration est maximale pour Abdelmajid Zam. Après le décompte final, le travail ne s'achève toujours pas. Dernière étape, informer Oussama Hicham, chef d'édition du JT du soir, des changements opérés et des reportages toujours non diffusés. Le chef d'édition est un chef d'orchestre qui est en contact permanent avec le rédacteur en chef, les journalistes, mais également le réalisateur, que nous informons des moindres changements dans le journal. Ces changements peuvent aussi être rapportés au reportage prévu dans le journal. Avant de faire les ajustements nécessaires à leur sujet, les journalistes consultent le rédacteur en chef et le chef d'édition. J'ai assisté la journaliste pendant qu'elle faisait quelques ajustements. Je dois à présent aller en régie pour remettre le sujet. Le rôle du chef d'édition est important. Après avoir choisi nos sujets, nous devons ensuite les rédiger et lire le commentaire sur image. À ce moment précis, le chef d'édition est souvent là jusqu'à livraison du prêt à diffuser. Dès l'apparition du générique final, le soulagement se lit sur tous les visages et notamment sur celui du chef d'édition, ravi d'avoir encore une fois livré un journal et un contenu de qualité aux téléspectateurs.
Et le chef d'édition de ce journal qui est à la régie, c'est Mustafa Khadra, dont je voudrais saluer le professionnalisme. Et nous terminons ce journal avec une exposition de photographie, celle de l'artiste ivoirienne Li La Gazelle, dont l'objectif flatte l'artisanat marocain. Ces photographies montrent dans le moindre détail tout le processus de la confection d'un tapis traditionnel. Ces œuvres sont à découvrir sur les 6 messes de la galerie Boucharouit à Marrakech jusqu'au 14 juillet prochain. Hindmnabi Abdillah Sailani. Pour Li La Gazelle, l'âme est dans le détail, les détails de la main, ceux du fil, les détails d'une histoire racontée à chaque création tissée par les artistes du Boucharouit, cette méthode artisanale qui consiste à créer des tapis avec des tissus recyclés. Dans ce musée dédié à ces tapis plein de symboles, la photographe expose ses œuvres pour rendre hommage aux femmes et à leur talent. Si ce que je mets en avant-plan en parlant de l'âme du fil, c'est le fait de montrer que ces femmes sont la mémoire ou le gardien de cette mémoire qu'elles gardent à travers le fil. Elles racontent une histoire dans la broderie, dans le tapis bouchaouri, dans tout ce qu'il y a comme travaux manuels avec le fil qu'elles font. Le travail de Li, je le trouve remarquable, de précision et de transmission. Elle saisit le moment, l'instant T au niveau d'une image. Et ça, c'est très important. On a toute l'âme des personnes, ou des mains des personnes qu'elle saisit à travers une seule image. Artisanat traditionnel et photographie moderne ne font qu'un dans cet espace. Les images de l'artiste viennent fixer dans le temps le savoir-faire ancestral et l'âme des tisseuses berbères, un thème de prédilection pour la photographe ivoirienne installée au Maroc depuis 10 ans. La première exposition qui parlait que des mains. Les mains qui disent autant sur une personne qu'un visage. On peut regarder les mains d'une personne et savoir si c'est quelqu'un qui a travaillé la terre, ou si c'est quelqu'un qui travaille avec des outils qui coupent, si c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec les mains, qui travaille avec la tête. Donc il y a tout de suite cette sensibilité par rapport à une biographie qui peut se lire comme sur le visage. Les Marrakechis ont jusqu'au 14 juillet pour découvrir cette collection de photographies où le fil du tapis vient se mêler au fil du temps. Quelques images de la doyenne de l'humanité avant de nous quitter. C'est une japonaise, elle s'appelle Kan Tanaka, elle est âgée de 116 ans, elle est férue de mathématiques et mère de 5 enfants. Quand on lui a demandé quel est le meilleur moment de sa longue vie qui a commencé un 2 janvier 1903, la même année que l'aviation moderne, eh bien elle a répondu prosaïquement et avec beaucoup de philosophie, le meilleur moment de ma vie, c'est maintenant. Et qu'importe au reste que l'on sorte plus ou moins vite d'où il faudrait toujours sortir, l'essentiel n'est pas de vivre longtemps, mais pleinement. C'est ce qu'avait dit le maître du stoïcisme Sénèque dans sa lettre à Lucilius. Et voilà donc pour ce journal du samedi dont je vous rappelle l'une des principales informations. Vacances prématurées et prolongées en Algérie face aux manifestations de plus en plus imposantes contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Le gouvernement a décidé d'avancer les congés scolaires. C'est la fin de ce journal que vous pouvez revoir en replay sur le site 2m.ma. Dans moins d'une demi-heure, Hicham Ralfaoui pour un journal en langue arabe. Passez une excellente soirée. À demain.